Bien chez soi. Bienvenue dans ce samedi soir. Merci à Marie-Ève Malouine d'être avec nous, éditorialiste. Bonsoir Marie-Ève. Catherine Ivanichenko est avec nous également, rédactrice en chef adjointe à Voici. Bonsoir. William Tay, président du think tank Le Millénaire. Bonsoir. Et Mustapha Tossa, politologue. Alors, on attendait beaucoup de cette manifestation à Beyrouth aujourd'hui d'un peuple excédé par sa classe politique après la double explosion de mardi dernier, 154 morts, encore une vingtaine de disparus au moment où nous parlons, 6000 blessés. Ils étaient des milliers dans la rue, vous le voyez, tout l'après-midi. Manifestation en cours de dispersion en ce moment par l'armée, notamment dispersion des manifestants qui avaient pris d'assaut certains ministères, comme celui des Affaires étrangères ou encore de l'énergie, des manifestants qui ont obtenu ce soir du Premier ministre l'annonce d'élections législatives anticipées qui se tiendront dans les 2 mois, le temps que les partis politiques s'entendent. Bonsoir Claude Elkal, vous êtes journaliste indépendant à Beyrouth. Merci d'être en direct avec nous sur LCI. D'abord, où en est-on des manifestations ce soir? On est bien dans la dispersion au moment où nous parlons? Oui, il y a encore pas mal de gens dans les rues. Un petit peu de violence ici ou là. Donc on va voir, j'espère que les violences ne vont pas continuer, mais on irait plutôt vers l'apaisement. Et on le rappelle, un policier a été tué au cours de cette manifestation. Le Premier ministre, je le disais, a donc annoncé des élections législatives anticipées. C'est une première victoire ? C'est un piège en réalité. Parce qu'aujourd'hui, surtout des élections anticipées dans 2 mois, c'est-à-dire ou la grande majorité des groupes ou des petits partis, etc., qui représentent véritablement le soulèvement d'octobre, ne sont prêts, ni n'ont les moyens de faire campagne. Le nouveau Parlement, enfin le prochain Parlement, s'il y a des élections aussi rapidement, risque d'être plus ou moins le frère jumeau du Parlement actuel. Donc il cherche quoi? À gagner du temps? Je pense que la classe politique cherche à se régénérer, à revenir en se redonnant une légitimité qu'elle a perdue dans la rue. Est-ce que les manifestants iront jusqu'au bout selon vous? Alors on voit déjà ce grand drapeau libanais, mais tous disent on veut que ça change. S'il faut y retourner demain, on le fera. Oui. Tous les manifestants veulent que ça change, mais pas tous les manifestants sont d'accord sur le résultat de ce changement. Quel Liban veut-on? C'est-à-dire que les manifestants aujourd'hui ne sont pas complètement homogènes. Il y a beaucoup de groupes différents, d'influences différentes. Nous avons, comme je le disais un peu plus tôt, plusieurs partis contestataires qui sont des petits partis. Il y a plusieurs groupes de la société civile. Il y a des partisans de tel ou tel. Comme par exemple le Baha al-Hariri, qui est le frère aîné de Saad al-Hariri, qui aimerait bien prendre la place de son frère. Donc c'est beaucoup plus compliqué qu'on pense. Les gens qui sont dans la rue aujourd'hui n'ont pas tous véritablement le même agenda. La grande majorité des manifestants aujourd'hui dans la rue étaient juste des gens qui étaient en colère. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, le mot qu'on entendait le plus aujourd'hui, c'était vengeance. Pas justice, vengeance. La colère est énorme, énorme. Oui. Mais est-ce que vous pensez tout de même, quand on voit encore une fois ce grand drapeau libanais, que le Liban est en train de changer? On ne parle plus de confession religieuse, de communauté, mais d'un pays soudé. Ça, c'est peut-être nouveau, non? Oui, ça c'était en fait la nouveauté de la révolution d'octobre libanaise. Mais les choses ont beaucoup changé depuis. La société aujourd'hui est très très divisée. L'Arabie a été aussi divisée depuis la seconde indépendance, c'est-à-dire depuis la fin de l'occupation syrienne en 2005.
Elle est extrêmement divisée. Et si les choses se passent mal, si les choses sont mal organisées, et nous connaissons la capacité de mal organiser les choses de la part des autorités et aussi de la part de la classe politique, on risque d'aller vers une espèce de morcellement, une espèce de partition soft. L'expression est malheureuse, mais voilà. La situation est beaucoup plus dangereuse et beaucoup plus grave qu'on ne peut croire. Merci, restez avec nous quelques instants. Marie-Ève Malouine, réaction sur tout ce qui a été dit. Est-ce que c'est une première victoire des manifestants d'obtenir ces législatives anticipées ou c'est un piège, comme le disait à l'instant Claude Elkal? Je crois que Claude Elkal est bien mieux placé que moi pour analyser cette situation, mais généralement en politique, quand on essaie toujours de se donner du temps quand il y a une crise, pour essayer de ce que les choses décantent et ne pas agir sous la pression. La situation ne sera pas la même dans 2 mois. La pression, on l'a vu, est énorme. Les gens vraiment sont en colère. On l'a vu avec ces gibets dans la rue, le mot d'ordre, le hashtag pendons-les ou pendaison. Il faut absolument faire baisser la pression. Donc là, c'est vrai que ces législatives dans 2 mois, c'est un peu une soupape pour essayer de faire baisser la pression. Par rapport aussi à ce que a demandé Emmanuel Macron, ça permet de l'enjamber, puisque s'il y a des élections maintenant, ça permet d'aller jusqu'au mois d'octobre. Or, Emmanuel Macron a dit, attention, je vais revenir en septembre, on fera un rapport d'étape, on verra où vous en êtes, des réformes, de la transparence, etc. Là, ils seront en train d'organiser des élections. Donc, on peut se dire qu'ils n'auront pas beaucoup avancé sur ce plan-là, sur le plan politique, et qu'ils vont dire, on verra après les élections avec les nouveaux élus qui seront peut-être mieux placés pour le faire. Donc, ça permet de gagner du temps. C'est des élections très codifiées, réservées aux chiites, aux sunnites, aux druzes, aux chrétiens. Et parce qu'on est toujours dans le système confessionnel qu'apparemment, les manifestations dans la rue contestent, puisque ça donne lieu à une espèce de partage par groupe de confessions religieuses qui sont en fait des systèmes presque dynastiques où chacun veut préserver son pouvoir et donc on se le répartit. Alors est-ce que ça va affaiblir ce système-là ou pas? C'est pas l'annonce des élections dans les 2 mois où seuls les partis constitués peuvent s'organiser qui permet de l'imaginer. Moustapha Tossa. Alors, victoire ou piège, moi je dirais les deux. Victoire parce que sans cette contestation extrêmement dure que connaît le Liban depuis des mois, bien avant la Covid, et bien sûr bien avant l'explosion du port, sans cette contestation, on n'aurait jamais imaginé des élections anticipées. Et piège parce que le système, qui est un système communautaire, essaie de se régénérer de nouveau. D'ailleurs, même, il faut aussi comprendre cette décision politique à la lumière aussi de la pression internationale. Emmanuel Macron était au Liban, il les a sermonnés en leur disant ouvertement que votre système a failli, vous êtes des politiques corrompus, vous devez changer votre vision du monde. Et puis il y a une réunion internationale qui se tiendra demain par visioconférence à laquelle... Réunion des pays donateurs. Voilà, à laquelle participe, et c'est un symbole extrêmement important, Donald Trump, pour donner de l'aide, pour venir en aide aux Libanais. Donc le pouvoir en place était obligé de donner un gage un petit peu aussi bien à son opinion qu'aux acteurs internationaux. Le problème du Liban, c'est le verrou communautaire. Est-ce que vous savez, est-ce qu'on sait que là-bas, quels que soient les résultats sur le système actuel, quels que soient les résultats des élections, le président de la République doit être chrétien, le président du Parlement doit être chiite, et le Premier ministre doit être sunnite. Ouais. Donc on est vraiment dans le carcan. C'est vrai que nous, vu d'une république laïque, ça paraît hallucinant. Claude Elkal, vous êtes encore avec nous. Est-ce que ça pourrait changer ce système d'attribution suivant les religions? Ça doit changer, ça ne peut pas continuer comme ça. On est arrivé face au mur. Et en fait, quand on regarde très rapidement l'histoire du Liban, il a été indépendant en 1943. 15 ans plus tard, il y a eu la première guerre civile. Puis en 1967, il y a eu les accords du Caire qui ont donné un blanc-seing aux organisations palestiniennes, ce qui a mené à la guerre civile de 1975, qui a duré 15 ans. Puis ensuite, on a eu 15 ans d'occupation syrienne, puis il y a eu la guerre de 2006, etc. On passe de crise en crise. Le Liban n'a jamais vraiment bien fonctionné, jamais.
à cause justement de ce système confessionnel qui a été en réalité superposé sur un système féodal hérité des Ottomans. Donc mais alors attendez, justement, est-ce que ça peut changer? Est-ce que le Hezbollah, par exemple, pro-iranien, peut accepter de changer les règles? Il dit qu'il est favorable, le Hezbollah dit qu'il est favorable à un État civil, pour ne pas prononcer le gros mot qui est laïque. Tout le monde est plus ou moins d'accord sur ça. Tout le monde dit qu'il est plus ou moins d'accord sur ça. Est-ce que c'est une réalité? Encore faut-il qu'il y ait des actes. On n'entend que ça. Tout le monde finalement veut les mêmes choses, veut un État parfait, laïque, etc., ou civil. Voilà. Mais la réalité est que on n'arrête pas il y a le discours et il y a la réalité. On va vous laisser répondre au téléphone. Écoutez ces manifestants cet après-midi au cœur du cortège. On sent les manifestants particulièrement remontés. Catherine Ivanichenko, c'est en train de changer le Liban ou bien ça va repartir comme avant? En tous les cas, c'est l'énergie du désespoir qui s'est aujourd'hui exprimée dans la rue. J'ai moi-même aujourd'hui, je me suis entretenue en fait avec un ami libanais qui vit à Paris et je lui demandais justement si lui croyait en ce changement. Alors il m'a expliqué qu'il avait été véritablement ému en tous les cas par la visite, mais sincèrement, d'Emmanuel Macron suite à l'explosion bien évidemment, mais qu'en fait il me disait qu'il ne croit pas malheureusement en ce changement parce qu'il m'expliquait justement que cette génération, enfin toute la classe politique en fait n'arrive jamais à se renouveler et que c'est de génération en génération. Voilà. Et les manifestants, ils n'en veulent plus de cette classe politique. Je sais bien, mais est-ce qu'ils vont y arriver? Est-ce que le nouveau pacte dont parlait Emmanuel Macron sera un jour possible? Là, en tous les cas, c'est que le début, mais on en est encore très très loin. Écoutez-le, Emmanuel Macron, quand même, ces paroles qui peuvent paraître un peu surprenantes quand il était là-bas jeudi, qui appelle pratiquement à faire la révolution. Quelque part, vous êtes en train de me demander d'être le garant d'une émergence démocratique ou révolutionnaire. Je parle de la révolution, non pas le mandat. Non, mais je suis d'accord, mais vous me dites à moi, si j'invite un... Mais une révolution ne s'invite pas. C'est le peuple qui la décide. Voilà, William T. C'est vrai que ça paraît curieux, c'est le peuple qui la décide, ça veut dire allez-y. Faites-la la révolution. C'est quasiment une faute diplomatique. Hein. Ouais. Emmanuel Macron est arrivé après l'explosion et c'était normal parce qu'il y a un lien fort entre la France et le Liban. Seulement, ce qu'on voit est la réaction du président de la République du Liban et du Premier ministre de provoquer des élections est liée à deux éléments. La révolution dans la rue et également la visite d'Emmanuel Macron. On a vu lorsqu'Emmanuel Macron a échangé avec ses deux interlocuteurs, que le courant ne passait pas. Lors de sa conférence de presse, il a même exclu le président de la République libanaise en lui disant « Écoute, tu vas sortir parce que tu n'es pas le bienvenu à ma conférence de presse ». Donc en gros, il déclare la guerre à la classe politique et la classe politique n'a pas le choix que de survivre. Donc on arrive à une situation qui est complètement bloquée alors qu'on est dans une phase de reconstruction. Il y a 300 000 personnes qui sont sans abri. Comment elles vont faire alors que la classe politique cherche à se maintenir au pouvoir et leur priorité ne sera pas la reconstruction mais uniquement se maintenir au pouvoir. Donc ils sont pris en étau et puis on est en plus dans une zone qui est particulière. Le Hezbollah tient la zone. Le Hezbollah tient la zone. Ils ont formé un arc chiite avec la Syrie et l'Iran. De l'autre côté, on a les puissances du Golfe qui essayent de tout faire pour éliminer le Hezbollah. Et puis il y a Israël pas loin et également les États-Unis. Emmanuel Macron s'est mis dans une pétaudière qui va rapidement exploser et il a fait une promesse qui ne marchera jamais parce qu'on n'aura pas de changement le 1er septembre. C'est impossible. En fait, il pense que comme il a provoqué un bouleversement en France, qu'il a éliminé... sur le peuple, sur les jeunes, assez de ces communautés. En fait, il analyse le Liban comme il a analysé la France. Il est arrivé en France, il s'est dit de toute façon Hollande, Sarkozy, je les ai tous fait partir en moins d'un an et le peuple libanais va faire pareil. Ils vont éliminer la classe politique. Mais quand on prend le président de la République libanaise, c'est déjà lui qui gérait la crise de la guerre civile en 90. Là, on le rappelle, 83 ans. William, pour relativiser un peu ce que vient de dire William, non. Emmanuel Macron intervient au Liban et se croit légitime d'intervenir et de donner des conseils
Parce qu'il ne faut pas oublier que la France est le pays qui défend le Liban sur le plan international. Il y a une conférence de donateurs régulièrement organisée à Paris. C'est lui qui a convaincu les Américains et les pays du Golfe. Le chéquier, c'est moi qui l'ai. Oui, il peut. C'est pour ça, d'où la fameuse phrase de Jean-Yves Le Drian devant le Parlement français quand il a dit aux Libanais, aidez-nous à vous aider. C'est-à-dire, prenez des décisions sur le plan économique, sur le plan politique, pour que nous on puisse convaincre les organisations monétaires internationales. Vous venez en aide. Et Emmanuel Macron a aussi dit, il n'y aura pas de chèque en blanc. Non, c'est sûr. Il y a une image sur laquelle absolument il faut dire quelque chose. C'est cette image-là de président Macron et des officiers de sécurité qui essaient de faire sortir le président Michel Aoun de la photo au moment où il est arrivé à l'aéroport. Ça fait le buzz sur les réseaux sociaux, mais il y a une explication. Il y a une explication. Et le président français est venu, non pas pour parler uniquement à la direction politique du pays, mais il est venu pour parler au peuple. Donc il voulait être quand il voulait délivrer son message, il voulait être seul sur la photo. Imaginez le contraire, un président étranger qui arrive à Paris et on vire Macron. Mais là, apparemment, le message, apparemment, à cause de ses 85 ans, et à cause aussi de son insistance à rester sur la photo, Michel Aoun a fait un peu semblant de ne pas comprendre ce qu'on lui disait. En tout cas, on a vécu des choses un peu surréalistes. Regardez le dialogue de cette femme avec le président de la République qui demande que la France revienne et reprenne en main le Liban. L'armée n'a rien aidé. Je ne suis pas là pour aider. Je suis là pour aider les Il faut les tuer. Je suis là pour aider les gens d'abord. Reprenez le Liban, refaites un mandat, reprenez le Liban. Ce n'est pas la France qui peut reprendre le Liban, mais elle fera tout pour aider et déclencher une initiative politique. Voilà, reprenez le mandat, ça paraît quand même surréaliste. Oui, parce que la France avait ce mandat pour mener, depuis les années 1920, pour mener le Liban vers son indépendance et en faire une république. Mais enfin, c'était il y a quelque temps déjà. Et là, Emmanuel Macron, quand même si on comprend la démarche, la France est l'ami du Liban, c'est un pays frère, la France organise la conférence des donateurs, il aurait pu y aller moins seul. Parce que là, on a vraiment l'impression que c'est le président de la République. Mais c'était au lendemain de l'explosion aussi. Il était obligé d'y aller si vite. Il y serait allé après avoir pris contact avec ses collègues européens. Il y serait allé avec un représentant de l'Union européenne. Il aurait moins pris sur les épaules avec ce discours qui est forcément en contradiction. Il ne peut pas tenir le même discours à la population et aux dirigeants. Et ce qu'il dit à la population aussi, c'est « Non, mais c'est vous qui les avez élus. C'est pas moi. » Donc il y a une contradiction là-dedans. Oui, attendez, parce qu'il faut qu'on reprenne Claude Elkal qui est toujours avec nous de Beyrouth. Qu'est-ce que vous en attendez, vous, de cette conférence des donateurs demain? Alors ça va être par visioconférence entre différents chefs d'État. Emmanuel Macron, il est à Brégançon. Donald Trump, il sera à la Maison-Blanche. Qu'est-ce que vous en attendez? Le Liban est un pays sinistré aujourd'hui. Donc n'importe quelle aide est la bienvenue. Mais si on attend une solution politique, non, je crois que rien ne sortira de ça. Par contre, les aides matérielles sont indispensables. Donc le plus rapidement, ce genre de choses sont organisées et acheminées au Liban, le mieux ce sera. Bon, merci beaucoup, Claude Elkal, d'avoir été avec nous depuis Beyrouth ce soir. Moustapha Oui, parce que j'ai lu un certain nombre de commentaires dans la presse française sur cette démarche jugée un peu excessive d'Emmanuel Macron. Bon, il ne faut pas oublier que sa décision de partir à Beyrouth au lendemain d'un événement aussi catastrophique, aussi majeur... Ça a de la gueule. A entraîné le lendemain. Il y avait la Ligue arabe qui est partie, il y avait l'Union européenne qui est partie, il y avait les Turcs qui sont partis, il y avait Donald Trump qui a appelé le président Aoun pour lui signifier que peut-être dans sa vision, il allait retenir cette politique de pression maximale sur l'Iran et sur le Liban. Donc c'est vous dire à quel point ce n'était pas un geste gratuit. C'était peut-être dans une démonstration exhibitionniste, politiquement exhibitionniste d'Emmanuel Macron qui avait l'air d'être heureux au sein de la population libanaise, mais c'était un geste qui avait son importance et qui avait un effet d'entraînement. Sauf que, comme le dit William Tay, le Liban, ça ne marche pas comme la France. Et qu'on voit mal l'Iran dire « Ah bah oui, vous avez raison, on va se retirer. » Mais vous imaginez qu'au lendemain de cette catastrophe, de cette ampleur, de cette épaisseur et de cette gravité, il n'y ait personne qui fasse quoi que ce soit? Non, mais il faut différencier. Le premier temps, c'est une
explosion, c'est un drame. Le premier temps, c'est d'offrir un logement et d'aider les sinistrés à sortir des immeubles et d'apporter toute l'assistance humanitaire. La deuxième étape, c'est de reconstruire le cœur économique de Beyrouth, parce qu'en fait, 25% de l'économie passe par cette ville et 80 à 90% des produits consommés au Liban sont des produits importés. Il faut d'abord reconstruire la capitale pour que le pays reparte. Et un port. Et un port. Là, il a créé... Il parle comme un économiste alors qu'il s'agit de faire de la politique il faut redonner un logement. C'est une question de temps. Première étape, on aide la population sur les biens de première nécessité. Deuxième étape, on reconstruit. Troisième étape, on fait des réformes pour le pays. Mais vous avez une population sous le choc. Vous avez une population sous le choc qui a peur. Il s'est trompé de calendrier. Il a provoqué une crise politique qui est la troisième étape au moment où on est en train d'aider les personnes à avoir un logement. Si, on a une crise politique. Oui, mais... Elle était un peu mise sous les lambris par le Covid, mais elle existait déjà. Il y a une différence. Là, maintenant, les gens sont... Il incite à une révolution. Il incite à une révolution. Là, maintenant, on a une révolution. C'est-à-dire que le gouvernement va se maintenir pendant 2 mois et pendant 2 mois, il va faire quasiment aucune action, hormis uniquement des opérations électorales en vue de se faire réélire dans 2 mois. Ça va se passer comme ça, on le sait tous très bien. Et puis, il y a d'autres acteurs qui vont venir, comme le Hezbollah. Globalement, le Liban n'a pas d'État. Tout le monde arrive. Il y a les Chinois, il y a les Russes, il y a les Turcs. Tout le monde y va. Il ne faut pas oublier. Et puis, nous, on a des expériences. Le Syrie et la Libye. Globalement, il n'y a pas d'État au Liban. Globalement, l'État central ne marche pas. Ce qui tient le pays, c'est le Hezbollah. Il s'oppose directement au Premier ministre choisi et au Président de la République choisi par le Hezbollah. C'est-à-dire qu'il rentre en confrontation directement avec eux, alors qu'on a déjà 700 militaires qui sont dans la zone du Hezbollah. Bon, allez, juste rapidement, un mot sur la façon de faire. Emmanuel Macron aurait fait sa visioconférence avec tous les donateurs avant de se rendre au Liban. Sa démarche aurait eu un autre sens, aurait été moins interprétée comme la France toute seule qui va au Liban et puis qui s'organise derrière. Et le fait est qu'il a tenu un discours politique. À la place des Libanais, quand on voit le président de la République française venir et dire « oui, je vous comprends, vos politiciens sont corrompus », on ne peut pas dire que ça les calme et qu'ils se disent « oui, il a raison, on va attendre d'abord ». Et on suivra demain cette conférence des donateurs sur LCI à partir de 14h en visioconférence. Alors on verra ce qu'on nous donnera à diffuser ou pas. Dans un instant, on revient sur la crise du Covid avec ces interrogations. Le virus circule de plus en plus, mais force est de constater qu'il y a beaucoup moins d'hospitalisations, de réanimations ou encore de décès. À tout de suite. Votre programme avec Citia Immobilier. Pour tous vos projets, pensez Citia Immobilier. Bien chez soi. Et vous, quelle cuisine so cook êtes-vous? So wow, so good, so bien vu, so cook, cuisine équipée. Votre programme avec Citia Immobilier. Pour tous vos projets, pensez Citia Immobilier. Bien chez soi. Où en est l'épidémie de Covid au moment où vous avez vu le port du masque obligatoire se multiplie dans les villes? Il y en a plus de 1400 maintenant. Dernière en date, ce sera lundi, Paris et une partie de l'Île-de-France. Regardez les clusters, on en a encore eu 21 de plus aujourd'hui. Ça commence à faire beaucoup, pratiquement 300. Le retour de la contamination, nous disait ce matin le Parisien, mais une contamination un peu atypique parce que regardez le nombre de cas comparé entre le mois de mai et puis le mois d'août, c'est pratiquement pareil, sauf que c'est aussi très différent de par la moyenne d'âge. Écoutez les explications du fameux professeur Didier Raoult. Il s'agit presque exclusivement de sujets jeunes, alors que ce n'était pas le cas avant. Donc il y a une baisse de la moyenne d'âge qui est considérable. Et du coup, il y a une mortalité qui est à peu près inexistante. Et regardez là, cette répartition des âges du Covid, c'est vrai qu'on a une espèce de moyen qui est chez les jeunes. 45% des nouveaux contaminés ont entre 15 et 44 ans. Alors, c'est vrai que c'est étonnant de voir ça. Bonsoir, docteur Édouard Obadia. Vous êtes médecin réanimateur à l'hôpital intercommunal de Montreuil et à Quincy sous Sénart. Vous le notez,
aussi, vous, d'abord, est-ce que vous avez davantage de Covid en réanimation ou pas? Bonsoir. Alors effectivement, vous l'avez dit, c'est une épidémie qui s'étend malgré le temps chaud, malgré la sécheresse, alors qu'au début, certains avaient prévu l'arrêt de l'épidémie avec l'été. Ce n'est pas le cas. Dans nos réanimations, les indicateurs sont au vert, c'est-à-dire qu'on a quelques malades, effectivement, mais par contre, la typologie des malades que l'on a, ce sont des patients qui ont la cinquantaine, voire plus, et qui sont contaminés par des jeunes, en général par des jeunes de leur famille qui sont porteurs asymptomatiques, et c'est en dépistant les gens malades que l'on soigne, que l'on se rend compte que le cluster familial est en cause et que les enfants sont porteurs du virus, quoique asymptomatiques. Et des jeunes, vous en voyez pas chez vous? En réanimation, non. On ne voit pas de jeunes. Ils ont des formes beaucoup moins graves que les formes des seniors ou des gens un peu plus âgés. Et donc en réanimation, on n'a pas de jeunes. Par contre, le message, c'est que la transmission actuellement se fait par les jeunes. Donc les mesures barrières, il faut absolument que les jeunes les respectent avec le port du masque. Et là, tout un tas de mesures sont prises et vont dans le bon sens, en laissant les maires et les préfets décider par région. Il est important d'arriver à ça pour ne pas revoir une seconde vague avec beaucoup de personnes hospitalisées en réanimation qui seront des gens plus âgés, puisqu'on a vu déjà sur la première vague que c'était les seniors qui étaient plus touchés sur les formes graves. Qu'est-ce que vous pensez de certaines déclarations de vos collègues, comme le professeur Eric Combe, qui dit si les jeunes se contaminent entre eux, après tout, c'est pas très grave, il faut juste qu'ils n'aillent pas dire bonjour à leurs grands-parents? Alors écoutez, pour arriver à avoir une immunité collective, on sait, ce sont des modèles mathématiques, qu'il faut entre 60 et 70% de la population qui ait rencontré le virus pour arriver à une immunité collective. Si les jeunes se contaminent entre eux, on peut considérer qu'il va y avoir 30 à 35% de la population française contaminée. Mais on n'est pas du tout 70%. Donc on n'arrivera jamais à avoir une immunité collective, c'est impossible. La seule chose qu'on va arriver à faire, c'est que ces jeunes vont transporter le virus dans leur famille quand ils vont être en contact avec leurs parents, leurs grands-parents, parce qu'ils sont asymptomatiques. Et comme les tests ne sont pas faits sur les jeunes parce que ils ne s'en soucient pas trop, je dirais, on va repartir sur une épidémie. Donc c'est une fausse bonne idée. Réaction sur tout ce que vous venez d'entendre, ce péril jeune en quelque sorte, si on peut dire. Oui, le péril jeune, donc c'est la focalisation maintenant. Sans stigmatiser les uns par rapport aux autres, mais oui, c'est vrai aussi que c'est une réalité. C'est l'injustice, en quelque sorte. Des jeunes peuvent être porteurs des virus, peuvent l'attraper. Mais ils savent qu'ils ne risquent pas grand-chose. Mais ils n'en mourront pas. Mais par contre, s'ils ne respectent pas les gestes barrières, s'ils ne sont pas dans une discipline préventive, ils risquent de la diffuser et de porter atteinte à leurs amis. Par exemple, dans le port du masque, on le voit tous dans la rue. Les jeunes, ils ne portent pas de masque et dès que vous avez plus de 45 ans, vous en portez un. C'est un peu une réalité, non? Je tiens à faire une petite précision parce qu'on tape quand même beaucoup sur les jeunes, je trouve. Je tiens à dire aussi qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui sont considérées peut-être comme vieilles, mais qui portent en tous les cas très mal le masque ou qui vont s'approcher et oublier en fait les gestes barrières. Donc il n'y a pas que les jeunes qui se comportent de façon un peu désinvolte, on va dire. Mais de toute façon, l'idée, c'est quoi? C'est qu'on veut tous éviter évidemment une deuxième vague. On veut tous éviter à nouveau d'être confinés. Donc oui, je pense qu'il faut continuer en tous les cas. Vous êtes sûr qu'on veut tous? C'est justement ça le problème. C'est qu'on a aussi des exemples de jeunes, encore une fois sans les stigmatiser, qui disent nous, on va faire la fête parce qu'on ne l'aura pas. Et ça, c'est encore autre chose. Après, si vous leur dites à ces jeunes gens qui vont être confinés, je pense que ça va se passer encore différemment. Je pense qu'il faut surtout continuer à faire de la prévention en disant à tout le monde, oui, en effet, il faut continuer les gestes barrières. Oui, mais ça on dit ça depuis le début. Bon, oui, mais ça ne rentre pas dans l'esprit, donc il faut y aller. Il faut le dire et puis il faut expliquer pourquoi. Parce qu'on dit qu'il faut mettre les masques et puis un point c'est tout, on est à le rendre obligatoire, mais les gens sont assez grands aussi. Des jeunes, on leur a expliqué qu'ils risquaient moins que les autres d'attraper. Mais il n'y a pas un certain égoïsme là?
Je crois pas. Je crois que c'est aussi les jeunes, il faut qu'ils prennent conscience que s'ils sont porteurs, ils peuvent être porteurs et le transmettre à des gens plus fragiles qu'eux. Mais ça, il faut l'expliquer sans cesse et continuellement et pas imaginer que le virus va partir. Il faut aussi dire que tant qu'on n'a pas de vaccin, tant qu'on n'a pas de médicaments, le virus va rester. Donc il faut apprendre à vivre avec et à faire avec. Donc que chacun est responsable de lui-même et de son entourage et des autres, plutôt que d'interdire et de dire voilà les méchants jeunes qui se comportent comme des irresponsables. Ben non, il faut expliquer pourquoi on fait les choses et comment on les fait et à quoi ça sert. Et donc les jeunes ne sont pas plus égoïstes que d'autres, simplement, ils sont peut-être un peu plus insouciants, ils se réunissent un peu plus que les autres. Non, mais puis les jeunes, ils ont besoin aussi de se rassembler, de faire la fête, c'est leur âge. Mais pas les vieux, non, ça non. Mais les vieux savent peut-être un peu plus le faire en faisant des mesures de précaution parce qu'ils ont profité quand ils étaient jeunes. Là, on a remarqué après le confinement qu'il y a deux clivages. Il y a un clivage qui est générationnel, notamment sur la question du port du masque et du respect des gestes barrières et de la crainte du virus. Et il y a un deuxième clivage qui est territorial, entre les métropoles et les zones plutôt rurales. Ce qu'on voit globalement, c'est que les zones plutôt rurales portent un peu moins le masque parce que la densité de population est moins importante et que les jeunes portent moins le masque et respectent moins les gestes barrières parce que globalement, ils sont très peu touchés. Je crois qu'il y a moins de 1% de mortalité. La question, c'est comment on fait pour faire en sorte qu'ils respectent les gestes barrières. Moi, je pense qu'on a eu un loupé, notamment, c'est sur la question du port du masque au sortir du confinement. Le président de la République et le gouvernement auraient dû dire explicitement on lève le confinement, mais malgré tout, nous allons vivre avec le virus jusqu'en 2022, le temps de trouver un vaccin. Donc pendant ce temps-là, comme on n'a pas assez de lits de réanimation, qu'on n'a pas encore assez de tests et que le pays n'est pas encore prêt à tout supporter, vous êtes obligé de respecter les gestes barrières pour soulager la pression médicale. Donc le masque pour tout le monde, partout ? Je pense que c'est plus simple. La question, c'est la question de l'uniformité de la communication. Globalement, est-ce que quelqu'un est capable de savoir si globalement on dépasse les frontières de l'Île-de-France, si on arrive dans l'Oise, est-ce qu'on doit porter le masque ou pas ? Déjà en Île-de-France, on ne sait pas où le porter. Hein. Vous verrez lundi, c'est assez compliqué. Moi, je pense que la question la plus simple, et la question de l'exemple de l'asile démontre, notamment avec l'expérience du SRAS, c'est que le fait d'uniformiser une pratique permet obligatoirement aux gens de se dire, de toute façon, le fait qu'on porte un masque, ça veut dire qu'on vit toujours avec le virus, et donc certes, on le porte, c'est plutôt une contrainte, mais de toute façon, on va rapidement arriver après l'été, il va faire de plus en plus froid, et puis... Parce que dans beaucoup de villes d'Asie, c'était masque obligatoire, point. Tout à fait, parce que là où le médecin a raison, c'est que oui, il n'y a pas eu de cas, notamment le virus n'est pas arrêté pendant l'été. Mais ce qui va changer à partir de l'automne, et ce que prévoit également le Conseil scientifique, c'est qu'en fait les modes de vie ont changé. Là pour l'instant les gens vivent plutôt dehors. Donc pour l'instant l'extérieur c'est l'endroit où il y a le moins de contamination. Quand les gens vont commencer à retourner à l'intérieur qui va faire de plus en plus froid, c'est le moment où on va pouvoir avoir plus de cas de contamination et donc éventuellement la deuxième vague. Et aussi, il faut dire aussi que la menace du reconfinement qui a été brandie comme une épée de Damoclès par Jean Castex. Même s'ils veulent absolument pas le faire. Hein, Olivier Véran aussi. Quand on les entend parler de ça, on sait très bien que c'est presque une menace en l'air. Ils ne le referont pas parce qu'ils savent très bien le coût économique que ça peut, et social que ça peut apporter. Et donc, le fait qu'on n'est pas dans un pays asiatique où s'il y a décision de reconfinement, il y aura décision de reconfinement parce que les mentalités sont différentes, la gestion, entre guillemets, autoritaire est différente. Donc, l'opinion française, notamment les jeunes, notamment des catégories, ne le prennent pas au sérieux. Ils se comportent comme s'il n'y avait pas ce risque réel. Si on reconfinait, il y aurait des risques d'incivilité, de refus. Disons qu'on voit quand même apparaître, rien que sur le port du masque, des violences. Il y a même eu un chauffeur de bus, un conducteur de bus qui est mort parce qu'il voulait imposer le port du masque, ce qui était son rôle. Donc il en est mort. Donc, regardez, moi j'ai une image à vous montrer ce soir. On est sur une plage belge. Bagarre générale. Pourquoi ? Parce que les policiers sont venus demander aux jeunes de partir de la plage, parce qu'ils étaient trop nombreux. Oui. Ça a été bagarre générale. Les policiers se prennent des parasols sur la figure. Ils ont été obligés d'appeler des renforts. On est en Belgique, là, hein, sur les plages du Nord. Et regardez comment ça s'est passé. On a eu des images de mouvements aussi, de foule. Dans plage de Blankenberge. En France, et on voit de plus en plus cette incivilité, cette montée de violence, et en plus le phénomène de groupe, où l'idée d'être plusieurs pour attaquer des gens qui sont moins nombreux, c'est absolument pas considéré comme de la lâcheté, c'est quelque chose qui est rentré dans les mœurs. Sans compter que le Covid, là, s'il y en a qui l'ont, ils se diffusent bien. Là. Donc c'est vrai que le port du masque d'une façon trop rigide
peut amener à des incivilités croissantes et des violences. Mais c'est pour ça qu'il faut l'expliquer. Et on a une tendance en France à raisonner sur c'est obligatoire avec une amende dont tout le monde va se plier. Or, est-ce qu'on ne pourrait pas dire simplement voilà pourquoi on le décide, voilà pourquoi c'est imposé et pourquoi vous devez le faire? Mais ça, on le dit, on a l'impression qu'on l'entend tout le temps. Puisqu'on est toujours à dire de combien va être l'amende. Et on a même eu des maires. Il faut la carotte et le bâton pour que ça marche. Ben oui, mais on oublie la carotte. En fait, on oublie beaucoup la carotte. On s'est loupé sur toute la communication depuis mars. Globalement, il y a eu beaucoup d'incompréhension. Aujourd'hui, les gens ne savent pas qui croire. Et puis, il y a une forme de complotisme aussi. Quand on voit les théories de Raoult, les partisans, les pros et les contre, c'est assez compliqué de se placer. Et mettez-vous à la place d'un jeune qui, globalement, sont les catégories d'âge les moins politisées. Ce ne sont pas des gens qui suivent assidûment l'actualité politique. Et donc, du coup, c'est assez compliqué pour eux. La question, c'est est-ce que maintenant, comme la communication a été faite de mars à maintenant, a été plutôt loupée, comment on fait pour repartir en septembre? De toute façon, il y aura une crise économique et sociale avec le début des manifestations sociales, notamment Gilets jaunes, et éventuellement les syndicats partent de ça. Il a l'air très vieux au programme. On n'en sait rien. Il s'est annoncé, en tout cas, c'est ce qu'ils ont annoncé. Oui, mais enfin, est-ce que ça va être la cata, comme on le pense? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a un mouvement qui va avoir lieu. Donc, en tout cas, il y aura une deuxième vague sociale, c'est quasiment certain, avec entre 800 000 et 1 million de chômeurs à partir de septembre-octobre. Maintenant, la question, c'est comment on fait pour éviter de cumuler crise économique et sociale et nouvelle crise sanitaire. De toute façon, on n'a pas le choix du respect des gestes barrières parce que pour l'instant, on n'a pas assez de lits de réanimation et assez de tests pour notamment aller vers tout ce qu'on appelle l'immunité collective. Globalement, quand on fait le comparatif entre la France et l'Allemagne, ils ont entre 4 et 5 fois plus de lits de réa que nous. Si eux souhaitent le faire et notamment faire que des reconfinements partiels, eux peuvent le faire. Nous, on ne peut pas le faire. Bon, pour vous, nous, on ne peut pas. Il faudra reconfiner complet alors s'il y a un problème. Non, ce qu'on peut faire maintenant, c'est qu'on peut faire des reconfinements partiels. Par contre, si la vague est beaucoup trop importante, on est obligé de reconfiner complètement. On ne peut pas faire autrement. Docteur Obadia, vous êtes toujours avec nous. Moi, je voulais vous faire entendre le son d'un de vos confrères, Bertrand Guidet, qui est chef de la réanimation à l'hôpital Saint-Antoine à Paris, et qui disait sur ce plateau ici même, hier soir, que, attention, il est en train de se passer quelque chose. On a un phénomène nouveau par rapport au mois de juin. Il y a quelques admissions en réanimation. Donc c'est pas beaucoup, hein, ouais. 27 malades sur 15 jours par rapport à ce que l'on a connu au mois de mars ou avril. Mais au mois de juin, il n'y avait pas de nouveaux malades admis. Donc il se passe quelque chose. Est-ce qu'il se passe quelque chose aussi dans votre département ou autour en parlant avec vos confrères? Oui, il se passe quelque chose. Vendredi, il y avait 383 cas graves hospitalisés en réanimation, pratiquement une centaine de plus que la semaine précédente. Donc oui, il se passe quelque chose en France. D'autre part, on revoit en réanimation arriver de manière parcellaire quelques cas, ce que l'on n'avait pas au mois de juin et même jusqu'au 15 ou 20 juillet. Donc oui, il se passe quelque chose. Les chiffres parlent, l'épidémie remonte et va faire remonter les cas graves si on continue comme ça. Je pense que Bertrand Guidet a raison. Il y a ce qu'on appelle des signaux faibles qui nous arrivent et qui ont tendance à nous dire « attention, ça peut repartir ». Donc, le masque, par exemple, obligatoire, comme l'a annoncé Paris pour lundi ou d'autres villes d'Île-de-France, dans les lieux les plus fréquentés, c'est une des solutions ? C'est une des solutions. La solution passe par la pédagogie, c'est-à-dire expliquer, continuer à expliquer, réexpliquer que, comme l'a dit Marie-Ève Malouine, nous n'avons pas de traitement. Nous attendons les vaccins. Nous avons des gestes barrières et on sait l'efficacité du masque, du lavage des mains et de la distanciation physique. Nous n'avons que ça pour l'instant, donc il faut s'y tenir. Et quand on a des foyers qui apparaissent, qu'on appelle des clusters, quand on a ces foyers qui apparaissent, il faut rappeler que le port du masque est important et dès qu'on n'est pas tout seul, on se protège, mais on protège l'autre aussi. Et c'est surtout ça la pédagogie. On protège celui que l'on a en face en portant un masque.
Merci beaucoup, docteur Édouard Obadia, médecin réanimateur à l'hôpital intercommunal de Montreuil et à Quincy sous Sénart. Alors, porter un masque, oui, mais vous avez vu les températures en ce moment, c'est sympathique. Porter un masque sous 35, 40 degrés, évidemment, c'est pas facile. Je vous dis ça pourquoi ? Parce que la canicule, regardez ce que ça donne ce soir. Ça donne une quinzaine de départements qui sont complètement rouges dans le nord de la France. S'y est ajouté ce soir la Seine-et-Marne et les Hauts-de-France. Alors évidemment, il y a le sempiternel numéro vert qu'on va découvrir pour qu'on vous vienne en aide, le voilà. Et on s'aperçoit que c'est la 5e canicule la plus sévère depuis 10 ans. On a l'impression que, il n'y a pas grand-chose à faire, c'est comme ça, les canicules, elles se succèdent. Et puis voilà, c'est le changement climatique, Marie-Ève Malouine. Oui, c'est le changement climatique, mais là encore, il faut savoir apprendre à vivre aussi avec ces canicules. Bon, d'une part, travailler pour essayer de moins réchauffer notre planète, mais aussi apprendre à vivre avec, retrouver aussi des gestes simples qu'on avait avant, c'est-à-dire de fermer les volets. On voit des constructions qui ont été faites dans ces dizaines dernières années où il n'y a pas de volets dans les appartements, puisqu'on n'avait pas des problèmes de canicule, et donc c'est un élément qu'on avait oublié. Donc il faut retrouver ces gestes, ces habitudes. Je crois que là, quand même, on commence à s'y habituer. Et donc, on commence à retrouver des réflexes pendant les canicules. Mais est-ce qu'on est au niveau de ce qui se passe ? Je vous dis ça, par exemple, alors on est en circulation différenciée, c'est-à-dire il y a juste les vignettes 0, 1, 2, 3, mais on a l'impression qu'il n'y a aucun contrôle, qu'il n'y a rien, que c'est comme ça. Bon, on ne voit pas beaucoup de voitures dans Paris en ce alors, moment. On est en mois d'août, mais c'est pour Paris et Lyon, là, en ce moment. Et puis, la fin du diesel est annoncée pour Paris. Je crois que puis on a eu cette grande vague de retour au vélo, les pistes cyclables qui ont été construites. Donc, il y a des changements dans le comportement. Il y a la vente des voitures électriques qui a quand même augmenté. Je crois qu'il y a une prise de conscience aussi où chacun essaie de faire ce qu'il peut à son niveau. Après, il ne va pas renoncer à tout son confort. Mais il y a aussi une prise de conscience collective qui est faite, je crois. Bonsoir Pascal Liot, vous êtes climatologue et chercheur au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Qu'est-ce qu'on vit en ce moment ? Un grand classique, les canicules se succèdent les unes après les autres ? Alors, c'est un grand classique dans le sens qu'on est au milieu de l'été, il fait chaud, dans le sens, c'est pas complètement anormal, c'est des choses qui arrivent. Après, ce qui est anormal, c'est le niveau de sécheresse qui est très fort, et puis on dépasse des températures qui deviennent dangereuses pour le bien-être des gens. Donc c'est à ça qu'il faut être très vigilant. Et après, l'année dernière, on a eu une grosse canicule à la fin du mois de juin, puis au mois d'août. En 2018, pareil, grosse canicule. Mais on est encore loin des records de 2003. Mais c'est une canicule un peu différente que celle de 2003. Mais par exemple, on nous dit que ces températures tropicales, c'est totalement anormal en Normandie en ce moment. Alors, les températures tropicales, il y a la température du jour, au milieu du jour, donc il fait très chaud. Ça, c'est pas forcément très grave. Ce qui peut être anormal, c'est la température la nuit. C'est la nuit tropicale qui elle-même est dangereuse. Donc, c'est la température la plus faible du jour qui si elle est supérieure à 25 degrés ou plus, en fait, est dangereuse pour l'être humain et d'autres organismes. Donc ça, c'est anormal, effectivement. Ouais. Une canicule, on en a déjà eu il y a une semaine. Elles vont se succéder comme ça maintenant ? C'est-à-dire qu'il n'y en a plus qu'une par été ? Alors, c'est des canicules qui ne durent pas très longtemps. La semaine dernière, ça a duré 48 heures. Là, ça va durer un petit peu plus longtemps. Mais rappelez-vous, en 2003, ça a duré 15 jours. En 2006, ça a duré pratiquement un mois. Donc on est loin de ces records qui étaient dangereux, mais cependant ce qui est normal, effectivement, c'est le fait qu'on est très sec en France depuis le confinement, depuis le début du confinement au mois de mars. Il y a eu très peu de pluie, et ça c'est un phénomène qui est générateur de vagues de chaleur. Le fait qu'il fasse sec facilite la genèse des vagues de chaleur. Donc je ne serais pas étonné que jusqu'à la fin du mois d'août, jusqu'à l'automne, on ait des retours comme ça de pics de chaleur. Étonnant d'ailleurs, c'est vrai ce que vous dites, on a tous vécu le confinement, il faisait un temps splendide au nord et nettement moins beau au sud, on a l'impression qu'il y avait une inversion.
Alors ça, c'est des choses qui arrivent. Au sud, on est peut-être plus... C'est une situation météorologique qui peut arriver, qui va porter de l'air humide vers le sud, donc créer des orages violents, plus ou moins violents, parce que l'air, en remontant sur les reliefs, va se refroidir. On n'a pas ce genre de relief dans le nord de la France. Donc ça, c'est les caprices de la météo qui font que des choses qui nous paraissent anormales peuvent se produire, mais c'est des choses qui ont pu se passer plus loin dans le passé sans qu'on en fasse cas dans les médias. Je renouvelle ma question, Catherine Ivanichenko. Est-ce qu'on en fait assez pour lutter contre ça, ou bien on baisse les bras et on se dit les canicules, maintenant c'est tous les ans? De toute façon, oui, ça va être tous les ans. Ça va être sûrement en plus de pire en pire, d'année en année, vu que la planète va quand même juste très très mal. Après, c'est comment politiquement il faut arriver à lutter contre ça, comment il faut se préparer aussi à tout ça. Je pense qu'il n'y a pas assez d'actions qui sont prises. Par le gouvernement, mais aussi par les États du monde entier pour lutter contre le réchauffement climatique. Il n'y a pas assez de remise en question. Comment on va faire, comment on va s'en sortir pour que la planète se porte un peu mieux. Là aussi, parce que souvent c'est impossible pour des raisons techniques. On s'aperçoit, par exemple, qu'on ne peut pas changer du jour au lendemain toutes les voitures. Mais là aussi, encore une fois, c'est de la pédagogie, c'est de l'apprentissage, c'est mettre des choses, c'est changer nos manières d'être, de vivre. Oui, ça prend du temps, mais je pense que... On n'en a pas de temps, là. On n'a pas de temps, mais en tous les cas, changer au quotidien, chacun, peut-être qu'on peut arriver aussi à quelque chose et à bouleverser ça. Le problème, mais aussi le drame, c'est que la lutte contre les canicules et le réchauffement climatique ne peut pas être une bataille uniquement française. C'est une bataille mondiale. Et quand on voit comment la première puissance mondiale, en la personne de Donald Trump, avait traité l'accord sur le réchauffement climatique. L'accord de Paris dont il est sorti. Voilà, donc, et puis les autres comportements des autres grandes puissances industrielles, la Chine et d'autres pays. Donc la canicule, ce n'est pas qu'une... On en fait, parce qu'on la vit en France, ce n'est pas qu'une affaire française. Alors moi, je voudrais bien voir le bon côté des choses, c'est que les canicules sont moins mortelles parce qu'on s'y prépare plus. Elle a été la surprise de 2003. Maintenant, 2003, 15 000 morts. Ouais. 2019, 1500 morts. On s'y prépare. Encore beaucoup trop. Hein, moi, je voudrais lier le corona avec le canicule. Moi, je me rappelle qu'au début de cette épidémie, il y avait des voix qui assuraient avec beaucoup de certitude que avec la chaleur de l'été, tout allait être réglé et résorbé, que cette petite grippe, entre guillemets, allait être... On voit que même avec le canicule, la grippe ne part pas. Alors, ils en voulaient pour preuve démonstrative à peu près la situation dans certains pays africains, en disant pourquoi un certain nombre de pays africains, malgré qu'ils ne disposent pas d'infrastructures sanitaires importantes, ils n'ont pas subi un effet massif de cette épidémie. Donc, finalement, chaleur et corona ne vont pas forcément... Oui, ça on l'a dit et puis on l'a démenti. Réaction. Moi, je trouve que justement, la France a fait beaucoup d'efforts depuis 90. Quand on regarde les chiffres depuis 90, donc depuis le protocole de Tokyo, la France a baissé ses émissions de gaz à effet de serre de 15%. Quand on compare au niveau de la moyenne européenne, on a 6,9 tonnes par émission par habitant, alors que la moyenne européenne est à 8,9. Si on compare avec un pays similaire au nôtre, donc l'Allemagne, on émet 2 fois moins de gaz à effet de serre. Donc, globalement, la France fait plutôt un bon effort. Il ne faut pas se culpabiliser et s'autoflageller quand on est plutôt bon. Ça, c'est dû au parc nucléaire aussi. Évidemment, c'est question de parc nucléaire que les écologistes veulent supprimer. C'est encore plus compliqué. La question, c'est comment on fait avec un problème mondial au niveau national. Je pense que d'abord, il faut raisonner plutôt au niveau européen. Il y a des actions qui ont été faites, notamment par François Hollande, avec l'accord de Paris. Bon, globalement, les objectifs ne sont pas encore respectés, mais on va plutôt dans le bon sens. La question, c'est comment on fait avec notamment les États-Unis surtout. Parce que si l'Union européenne et la Chine le fait, globalement les pays asiatiques, par contre, il faut aussi que les Américains suivent. C'est comment on fait pour mettre plus de coercition, ou en tout cas d'entraide internationale à ce niveau-là. Mais en tout cas, suivre... La Chine qui a des problèmes de pollution considérables. Oui, mais leur niveau par habitant est en train de baisser progressivement. Ce qu'il faut calculer, ce n'est pas le nombre global d'émissions de gaz à effet de serre, c'est le niveau par habitant. On ne peut pas demander à un pays à 1,5 milliard d'habitants de faire autant qu'un pays à 90 millions. Dessus. Et notamment, je crois que la Chine est à peu près le même niveau que les États-Unis, si je ne me trompe pas de souvenir. Sachant que la Chine, c'est un pays aussi où on délocalise
industries activités polluantes. Et même si on va chercher sur les voitures électriques, les composants pour les batteries sont réalisés par la Chine et c'est extrêmement polluant pour la Chine. Donc on a un petit peu déplacé le problème au niveau planétaire. Non, maintenant, c'est comment on fait pour changer de modèle. En fait, il faut profiter de la crise du coronavirus pour changer de modèle, refaire une nation industrielle et une nation technologique et de savants. Parce que le seul moyen de limiter les gaz à effet de serre, c'est l'innovation. Avec les moyens actuels, on ne peut pas le faire. C'est pas avec nos voitures à diesel. Non, mais c'est pour ça qu'il faut avoir confiance dans nos capacités. Un avion électrique, on ne sait pas faire. Pas encore. Une voiture électrique qui a 800 km d'autonomie et qui se recharge en 10 minutes, on ne sait pas faire. Et qui coûte 20 000 €, c'est pas faire. Oui, mais pas encore. Quand le général de Gaulle est parti, dont on fête l'anniversaire cette année, il nous a laissé le nucléaire, le TGV. C'était impossible quand il a commencé son mandat d'avoir des instruments comme ça. Il faut continuer à croire en nos capacités. On a parmi les meilleurs ingénieurs du monde. Et on a figuré parmi les 5 plus grands pays pendant plus de 1000 ans. Pourquoi est-ce qu'on céderait notre place? On l'espère. Pascal You, dernière question. La canicule en été, est-ce que ça veut dire des phénomènes tempétueux plus importants en automne et en hiver? Non, a priori, ça n'a rien à voir. Alors, les phénomènes tempétueux, si vous parlez de cyclones qui vont toucher l'Est américain, non, a priori, c'est des choses... c'est lié à la température de l'eau, mais c'est aussi lié à la température de l'air dans la haute atmosphère. Donc ça, c'est un peu... C'est difficile à gérer, c'est pas vraiment lié aux canicules. Les grosses précipitations qu'on peut avoir à l'automne, donc dans le sud de la France en particulier, les fameux épisodes Cévenol, sont pas vraiment liés à la sécheresse ou à la température de l'air qu'il peut faire en métropole, en France. Ça va être lié vraiment à la température de la mer Méditerranée qui peut changer assez rapidement et le fait qu'on a une situation météorologique particulière qui va apporter de l'air frais en altitude et qui va se confronter avec de l'air chaud en basse altitude. Donc ça, ce qui se passe en été ne permet pas de dire qu'on va avoir plus de cyclones, plus d'événements méditerranéens. Ça, on ne peut pas dire. Tout ce que je peux vous dire, c'est une des personnes qui l'a dit, c'est que d'ici la fin du XXIe siècle, on s'attend à ce qu'un été normal soit comme l'été de 2003, voire plus chaud que ça. Donc c'est un peu les choses auxquelles il faut s'attendre. Et on peut encore inverser la tendance ? Je l'espère. On travaille tous là-dessus pour voir quelles sont nos marges de manœuvre, pour savoir comment inverser une tendance. Donc ça paraît pas gagné. L'affaire des gens qui sont dans le studio que la mienne. Merci beaucoup Pascal You, climatologue et chercheur au laboratoire des sciences et du climat et de l'environnement. Vous restez avec nous, mais pour l'heure il est 23h et c'est le journal sur LCI. De la même manière selon qu'on habite la capitale ou le Vieux-Port. La France envoie du matériel d'urgence, de lutte contre la marée noire en île Maurice. Plusieurs appareils vont partir de la Réunion voisine depuis qu'un vraquier s'est échoué sur des récifs fin juillet. Début de marée noire dramatique dans ces îles paradisiaques. Regardez. C'est une coulée noire d'hydrocarbures qui s'écoule depuis la fin juillet dans les eaux turquoises mauriciennes. Le bateau, qui appartient à un armateur japonais, voyageait à vide, mais il transportait 200 tonnes de diesel. Les autorités craignent une catastrophe environnementale et ont demandé de l'aide aux autorités françaises de l'île de la Réunion voisine. Emmanuel Macron a répondu à la demande dans un tweet. Lorsque la biodiversité est en péril, il y a urgence d'agir. La France est là, aux côtés du peuple mauricien. Nous déployons dès à présent des équipes et du matériel depuis la Réunion. Jusqu'à présent, toutes les tentatives pour pomper les hydrocarbures ont échoué. Les écologistes craignent que le bateau ne finisse par se briser, ce qui pourrait entraîner une fuite encore plus importante d'hydrocarbures, avec un impact terrible en mer et sur les plages paradisiaques du littoral, très prisées des touristes. Voilà, récit de Margot Madescler. Un mot de foot pour terminer avec la fin de ces huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions. Et après son match nul à l'aller, Barcelone s'est défait de Naples 3-1. Le Français Clément Lenglet a ouvert le score avant que l'inévitable Lionel Messi n'aggrave la marque d'une superbe réalisation. Et puis Suarez sur pénalty a ajouté un troisième but.
En quart, le Barça affrontera le Bayern Munich, les Bavarois qui ont étrillé Chelsea 4-1. Allez, tout de suite, on poursuit ce samedi soir. Et merci à nouveau à Marie-Ève Malouine d'être avec nous, à Catherine Ivanichenko, rédactrice en chef adjointe à Voici, William Tay, vous êtes président du think tank Le Millénaire, et Mustapha Tossa, vous êtes politologue. Les masques, vous avez entendu ça dans le journal, ça s'étend un petit peu partout en France. On a l'impression qu'on va tous vivre dans des villes masquées. Regardez la carte, on en est, je crois, à plus de 1400 villes qui ont pris la décision de rendre obligatoire le masque dans la rue, depuis que ce sont les préfets qui ont l'autonomie pour le faire, qui peuvent prendre cette décision. Marie-Ève Malouine, c'est une bonne idée d'ailleurs d'avoir créé ce couple préfet-maire pour faire les choses un petit peu à la carte, d'une façon beaucoup plus précise. Oui, on se souvient qu'il y a un moment où des maires qui avaient voulu rendre le port du masque obligatoire se sont fait taper sur les doigts. On a demandé au préfet de les faire retirer ces arrêtés. Voir le Conseil d'État. Et en saisissant le Conseil d'État. Et puis maintenant, on a trouvé juridiquement, les maires ont le droit aussi de prendre des arrêtés. Et puis si le préfet prend un arrêté, ça passe au-dessus. Et éventuellement, ça peut faire changer le coût de l'amende. Mais effectivement, c'est le plus logique de faire une différenciation par territoire. On l'avait vu au départ, les grandes plages bretonnes, où au mois de mars, il n'y a pas grand monde. Il n'était pas nécessaire de les interdire aux promeneurs. Et puis, les maires connaissent bien leur ville, connaissent les lieux où les gens peuvent plus se croiser parce qu'ils sont plus les uns sur les autres. Donc, c'est plus logique de traiter ça au niveau local, et ce sera plus adapté aux habitudes locales, aux lieux, et puis ce sera plus facile aussi de faire passer le message, de faire comprendre pourquoi il y a ces décisions qui sont prises. Alors que quand tout vient d'en haut, maintenant en plus, en France, ça crée plutôt un réflexe de contestation. La France abandonne un peu de jacobinisme là. Voilà, donc préfet-maire, c'est un excellent couple pour exécuter les choses. Mustapha. Oui, c'est vrai que c'était presque une hérésie politique d'avoir concentré à un tel point la décision sur les masques, une décision parisienne. Je vous rappelle qu'au début, les masques, ça servait à rien. Oui, bon. Le jour où on a appris que c'était indispensable, pendant un certain temps, on avait conservé la décision à Paris pour l'appliquer surtout. Maintenant, on est dans une période avec Jean Castex où c'est la revanche des territoires, c'est le local qui reprend le dessus. Moi, j'ai beaucoup aimé, en parlant de masques, j'ai beaucoup aimé le jeu de mots de Libération récemment, quand il parlait de Jean Castex, il l'appelait le premier masqué. Et nous avons un Premier ministre, très peu de gens l'ont vu, se souviennent réellement de son visage sans masque. Il a, à part sa déclaration de politique générale, la plupart de ses déclarations, la plupart de ses sorties, il est masqué. Donc nous avons un Premier ministre masqué. Alors, maintenant, de là, bien sûr... Maintenant, les préfets, c'est l'État. Ouais. Bon, il ne faut pas se leurrer non plus. Oui, mais les préfets... Quelle est leur marge de manœuvre? mais avec les maires, ils ont une autonomie. Les maires demandent aux préfets qui disent oui ou non. Le maire peut prendre son arrêté et il travaille aussi avec le préfet. Et le préfet, si le préfet dit non, je ne suis pas sûr que le maire puisse continuer. Parce qu'on a justement, il y a des explications pour dire que le maire a un pouvoir de police judiciaire. C'est un officier de police judiciaire, le maire. Et donc, dans la mesure où dans sa commune, il peut justifier, je pense que des arrêtés... C'est un officier d'état civil, pas un de l'état civil, et il peut prendre des mesures de police. Ouais. Et puis aussi, il faut dire que Emmanuel Macron et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, se sont fait aussi un plaisir très manifeste à déléguer la décision locale au préfet. Prenez la décision en fonction de la situation que vous avez, pour qu'on n'ait plus l'effet 80 km qui a ravagé à un moment donné toute l'atmosphère politique de l'ancien Premier ministre. Là maintenant, le pouvoir à Paris est très content. La décentralisation commence petit à petit à devenir peut-être une réalité. C'est différent. Décentralisation, c'est déléguer les compétences de l'État central vers les élus locaux. Là, c'est plus de la déconcentration. C'est-à-dire qu'on délègue les pouvoirs de Paris vers les représentants de l'État dans les régions et dans les départements à travers le préfet. Mais on peut le faire parce que Jean Castex a repris la main sur l'administration. Ils ont licencié Marc Guillaume, qui était secrétaire général du gouvernement et celui qui tenait la machine de l'administration de l'État. Et puis ils ont remplacé une vingtaine de préfets sur une centaine aussi. Ça avait déjà commencé en janvier dernier. Ça avait déjà commencé. Mais en fait, Jean Castex, étonnamment, tout le monde le prenait un peu comme une sorte de directeur de cabinet du président de la République. En fait, c'est quasiment le Premier ministre le plus politique depuis ces 20 ou 30 dernières années. Il a repris en main la
l'administration. Il a en gros changé la ligne du président de la République avec plus ou moins son accord pour faire en gros ce que Emmanuel Macron visait après les Gilets jaunes, ça veut dire l'acte 2 du quinquennat. L'acte 2 du quinquennat, qu'est-ce que c'est? C'est aller plus vers les territoires, faire plus de concertation. Et en fait, ce qui change, c'est pas vraiment le mode, c'est surtout le mode de gouvernement. On est passé d'un mode vertical bonapartiste à un mode beaucoup plus horizontal vers la concertation à la fois avec les élus locaux et également à partir de maintenant et surtout en septembre avec les partenaires sociaux en ouvrant des concertations sociales avec les syndicats. Et puis ça permet de couper l'herbe sous le pied de certains grands maires d'opposition, genre le maire de Nice par exemple, qui disait moi je rends le masque obligatoire, moi je mets des drones, c'est pour ça que j'appelle ça une reprise en main indirectement de l'État en fait. Moi je relativise un petit peu, je sais qu'on s'extasie un peu beaucoup sur Jean Castex et sur cette tendance à compenser ce côté un peu rigide du président Macron. Il est plus rond. Jean Castex, il ne fait rien sans l'aval d'Emmanuel Macron. Mais il y a une excitation autour de Jean Castex. Maintenant, il faut attendre les résultats parce que nous allons avoir une rentrée sociale qui est annoncée comme extrêmement mouvementée. Il y a des plans sociaux, il y a des décisions économiques à prendre. Est-ce que le Jean Castex aura et les épaules et la volonté et la capacité d'imposer des solutions économiques qui peuvent amoindrir le choc de la crise? Ça, c'est bon. En tout cas, vous avez vu dans les sondages qui plaît. Parfait inconnu, il y a encore un mois, et il est à 50... combien 56 ou quelque chose comme ça de popularité. Il ne faut pas qu'il plaise plus que Macron parce que... Oui, ça peut poser des problèmes. Non, mais il impose déjà un style, Castex, donc c'est déjà un premier pas. Revenons à nos moutons et à nos masques. Le problème, c'est que ce soir, donc, la mairie de Paris a diffusé cette carte de la capitale où le masque sera obligatoire lundi matin. Et c'est vrai qu'on s'y perd un petit peu parce que vous imaginez là le parcours du combattant. Vous avez changé de rue, crac, le masque va être obligatoire. Et là, ça risque d'être 135 € d'amende. Et puis la rue d'à côté, ça va pas être obligatoire. C'est vrai que c'est un peu compliqué. Écoutez, Anne Souiris, qui est l'adjointe au maire chargée de la santé publique. Ce sont les endroits dans tout Paris où il y a une densité de population importante, c'est-à-dire les marchés découverts, les rues commerçantes, les lieux de villégiature comme les bords de Seine ou les quais du canal Saint-Martin, et aussi aux alentours des gares ou dans les grandes rues où il y a beaucoup de tourisme. Voilà, donc cette cartographie-là, vous allez la voir sur le site de paris.fr, et donc pour déterminer exactement, pour que chacun sache où il faut être à partir de 8h du matin, lundi matin, avec un masque obligatoirement. Catherine Ivanichenko, ça va être sympa les promenades dans la capitale avec sa petite carte. En tous les cas, c'est pas pour clair. Savoir où il faut aller. Niveau communication, c'est absolument pas clair. Évidemment, Paris est une des capitales les plus denses en Europe, donc oui, par définition, il y a du monde à peu près partout. Est-ce qu'on porte, la question là, est-ce qu'on porte le masque partout dans Paris? A priori, oui. Le problème est de savoir quand est-ce que ça va se généraliser, parce que lundi, on va nous dire non, que sur les marchés, puis voilà, moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours, la carte, elle sera rouge partout. Oui, on va devoir porter le masque partout dans Paris, bien évidemment. C'est compliqué de se dire... vous passez boulevard Magenta, puis vous tournez à droite, là vous pouvez enlever votre masque et puis vous le repassez. Mais vous risquez 135 € d'amende si vous repassez en face. C'est compliqué, c'est compliqué. D'un autre côté, il y avait la facilité aussi d'imposer le masque sur tout le territoire de Paris, mais ce n'était pas non plus intelligent. Mais est-ce qu'on ne va pas y venir? Bien sûr que oui. C'est progressif, c'est la tactique qu'on a employée depuis mars. En fait, au départ, on dit que le masque n'est pas nécessaire, puis éventuellement il est nécessaire dans certains endroits, puis après il sera nécessaire partout. Là, on le sait très bien. Globalement, en fait, on est bloqué parce qu'actuellement, on est en période de vacances et il fait très chaud. Donc pour les gens, c'est pas très agréable de porter un masque. Mais en fait, petit à petit, on va dire, et puis petit à petit, on va longer les zones. On va dire que pour aux alentours des gares, il faudra le porter, puis aux alentours des grands publics. C'est déjà 10 soirs là. Oui. Donc ensuite, des gares, petit à petit, on va y aller. Mais même globalement, au-delà de Paris, il faut prendre tous les endroits à forte densité. La question, c'est pas être prêt maintenant, parce que globalement, on sait très bien que la vague va pas arriver à la fin du mois, ou en tout cas, il y a très peu de chances. C'est surtout être prêt pour à partir de début septembre et la rentrée, quand les gens vont revenir de vacances. Et là, je pense qu'il faut se poser la question éventuellement de mettre le masque obligatoire partout, dans les endroits à forte densité en tout cas. Et puis c'est une progressivité qui permet aux gens aussi de faire preuve de bon sens. Vous êtes dans une rue déserte, même si ce n'est pas obligatoire,
vous ne le mettez pas, mais vous arrivez dans une rue où il y a beaucoup de monde parce qu'il y a une animation spécifique ce jour-là et il n'y a pas le panneau port du masque obligatoire, vous aurez le réflexe de le mettre parce qu'il y a beaucoup de monde. Et on prépare petit à petit les gens à ça. C'est vrai aussi qu'on a Parce que ça aurait été un tollé si Paris avait dit ce soir masque obligatoire partout dans la capitale lundi 8h. À cause de la canicule, oui, je pense. Avec la canicule, c'est possible. Et puis il y aurait eu des gens pour dire, mais attendez, cette avenue, elle est déserte, je viens de me faire mettre une amende alors qu'il n'y a personne. Je sais pas, il y a une trentaine de communes d'Île-de-France où il vaut mieux regarder la carte. Ou le mettre tout le temps aussi, sauf quand on est tout seul dans la rue, c'est une autre façon de faire aussi. On ne regarde pas la carte, on le met, et puis quand on est tout seul, on l'enlève. En réponse à votre question, est-ce que ce serait un tollé? Mais ça serait certainement anxiogène, vous imaginez, parce qu'ils ne veulent pas non plus faire peur aux gens, ils veulent que les gens prennent des gestes de prévention et tout ça. Mais dire à ce stade de l'épidémie en France et à Paris que le masque est obligatoire sur tout le territoire de Paris, moi je trouve que c'est très anxiogène. Mais il y a aussi une petite idée derrière la tête de la mairie de Paris, c'est d'essayer de responsabiliser les jeunes, parce qu'on y revient toujours au même niveau. Ce sont les jeunes qui, en ce moment, en étant porteurs asymptomatiques, apportent la maladie, contaminent les autres. Écoutez à nouveau Anne Souiris. On va faire plus de prévention et d'éducation à ces niveaux-là. C'est vrai que là, on voit monter aussi le taux d'incidence, particulièrement chez les jeunes de 20 à 30 ans. Eh bien, il va falloir les prévenir, informer et dire que si on veut aussi protéger les plus fragiles, eh bien, les jeunes doivent se protéger pour protéger les autres. Je pense que c'est aussi une question d'éducation. Bon, il n'y a pas une gigantesque hypocrisie, là, c'est les jeunes, mettez vos masques parce que les autres, ils le mettent déjà. Il y a un peu de ça. Il y a aussi des endroits où, que ce soit jeune ou moins jeune, c'est mieux de le rendre obligatoire parce qu'il y a une grosse concentration de population, des rues commerçantes par exemple, ou piétonnes. Donc c'est tout un travail pédagogique qui se fait dans la progressivité et petit à petit. Donc on prépare l'opinion là. Oui, et on prépare l'opinion et on commence à chercher les réflexes. On prépare les réflexes aussi. Souvenez-vous quand il y avait les. Vous avez encore 20 jours de vacances, mais quand vous rentrerez, crac. Souvenez-vous les limitations de vitesse quand on passait de 110 à 90. Moi, je me souviens, les gens roulaient à 110 et puis tout le monde pilait, on s'arrêtait à 90 et puis ça repartait. Maintenant, vous prenez la même route et tout le monde est à 90. Donc, il y a une habitude. Ça va être pareil dans les rues de Paris pour les masques. Voilà, alors il y a des gens qui vont mettre le masque, ils vont dire là, je suis plus obligé de le mettre, je vais l'enlever. Et puis petit à petit, on le gardera tout le temps sur le visage. Mais il y a une réalité aussi, ce sont les incivilités. Certains sur notre plateau tout à l'heure nous disaient, moi, j'ose pas dire aux jeunes même de mettre leur masque parce que j'ai peur de me faire taper dessus, par exemple. C'est déjà arrivé. C'est une réalité. Oui, ça arrive souvent. Oui, il y a plusieurs cas de faits divers qui ont été démontrés cette semaine, qui montrent qu'en fait, on a globalement, mais ça, c'est pas un problème de respect du port du masque pour des raisons sanitaires, c'est une question d'autorité de l'État, une question de respect des règles. Bon, je vais pas développer le sujet parce que aussi. Question d'éducation, mais ce sera un long débat et je pense que c'est pas votre sujet. Non, la question, c'est la question de l'autorité de l'État. On le voit bien que notamment quand un chauffeur de bus demande à des gens de porter un masque pour rentrer, qui se fait tabasser et jusqu'à mourir et perdre la vie, on voit bien qu'il y a un problème dans le pays. Mais la question du port du masque, je comprends. On peut avoir soit une stratégie qui est de l'imposer obligatoirement, mais je pense qu'on a loupé le coche, c'était au sortir du confinement, et Emmanuel Macron aurait dû l'imposer comme condition en disant « je déconfine ». Mais si le port du masque est obligatoire, sinon vous restez confiné, vous restez tous chez vous. Je pense que là, ils auraient éventuellement pu porter le masque. Le problème, c'est qu'il s'est passé 3 mois d'écart entre-temps. On n'a pas le choix que d'avancer vers un peu de progressivité. Surtout, on est en août, on espère de sauver le tourisme aussi. Il n'y avait pas de masque aussi à l'époque, à la fin du déconfinement. Voilà. On n'avait pas tant que ça. On n'avait pas tant que ça, mais on avait à peu près un stock pour à peu près tenir. Ouais, rappelez-vous qu'on se battait sur les aéroports, notamment de Chine, pour essayer d'importer des masques et que chaque maire devait gérer le truc individuellement. La question qui est liée à la question du port du masque, c'est est-ce que l'État va fournir les masques gratuitement aux populations les plus démunies ? C'est ça la grande question en septembre-octobre, parce que ça peut représenter notamment un certain budget pour certaines familles. On est en train de rentrer dans une crise économique et sociale. Moi, je pense qu'il faut mettre le masque obligatoire à peu près dans les zones à forte densité à partir de la rentrée, mais l'accompagner aussi en le donnant. Si c'est l'État qui donne et qui montre en gros, je vous donne le masque pour aider à protéger, c'est une mesure d'intérêt général, on pense qu'on se dirige dans le bon sens. Il faut juste un peu de temps et j'espère qu'on sera prêt pour octobre. Regardez en tout cas les chiffres pour l'Île-de-France. Encore une fois, c'est 12 millions d'habitants. L'Île-de-France, c'est la plus grande région, évidemment, en tout cas la plus densément peuplée. Et c'est vrai que ça pose un petit problème. Je ne sais pas si on va voir le chiffre, mais le taux de positivité
positivité au Covid est nettement plus élevée qu'à la moyenne nationale. Bon, on le verra peut-être un peu plus tard. Écoutez aussi ce qu'en disait Bruno Megerbarn, qui est chef du service réanimation à Lariboisière, sur ce port du masque obligatoire ou pas. Autant le port du masque en lieu clos a vraiment un intérêt pour prévenir la contamination et ralentir la circulation du virus, autant le port du masque en lieu ouvert, en air libre, a un intérêt pour au jour d'aujourd'hui non démontré. Donc c'est une mesure de prudence extrême, mais malgré tout, il faut relativiser les risques. Et il ne faudrait pas qu'on oblige les gens à porter le masque à l'extérieur, en fait, notamment dans des soirées qui se passent actuellement à l'extérieur, et que ces personnes, pour fuir le masque, se réfugient en intérieur et ne mettent pas le masque. C'est intéressant ce qu'il dit. Il dit pratiquement on risque rien à l'extérieur. Et c'est ce genre de déclaration et de posture. On a retrouvé les chiffres pour l'Île-de-France et les moyennes nationales. Mais justement, ce sont ce genre de postures qui sèment un petit peu la zizanie dans l'opinion. Et cette opinion des jeunes ou des moins jeunes est soumise à des déclarations parfois contradictoires, parfois totalement farfelues, et les gens ne savent plus à quel sein s'ouvrir. Est-ce qu'il faut... Non, mais si même les médecins disent le contraire... C'est une autorité médicale qui parle comme ça. Non, mais il n'a pas tort. Après lui, il parle comme ça. Et après, tous nous disent, si vous êtes à l'extérieur, vous risquez pratiquement rien. Non, c'est vrai, ils ont hormis sur les questions de grands rassemblements. Moi, je pense que la question du port du masque, c'est surtout une question d'habituer les gens à porter le masque régulièrement. Enfin, globalement, vous allez prendre un masque, on va prendre la rue de Paris. Vous faites une rue, vous portez un masque et hop, là, vous voulez le retirer pour faire un croisement, puis après le reporter après, ça n'a strictement aucun sens. Autant garder sur tout le chemin. Vous le remettez dans la poche, vous mettez les mains dessus. Donc, vous avez plus de la manipulation du masque. Moi, je pense que la question du port du masque, c'est surtout parce qu'on nous, on s'inspire de ce qu'ont fait les pays est-asiatiques avec la question du SRAS. C'est fait pour habituer les gens et pour leur expliquer, on est toujours en état de crise sanitaire jusqu'à ce qu'on ait un vaccin, vous allez vivre avec, et globalement, personne ne veut se reconfiner, donc portez ce masque et restez avec, c'est tout, point. Sauf qu'on a craint d'affoler les gens et de leur préparer une rentrée où on explique déjà qu'il va y avoir du chômage, des licenciements et une crise économique. Et donc, on sent qu'il y a une peur, une appréhension à dire aux gens. Et en plus, on n'aura pas fini avec cette maladie qui va peser sur votre vie au quotidien. Mais les gens le savent, tant qu'il n'y a pas de vaccin. Mais oui, mais quand on regarde les sondages, les gens le savent qu'il y aura une crise économique. Tout le monde le sait qu'il y aura une crise économique. Tout le monde le sait qu'il y a globalement une crise sanitaire. Autant affronter le problème devant. C'est comme si on C'est un problème politique. En fait, c'est comme si on était en 40, qu'il y avait la montée de l'Allemagne nazie, on me disait non, ne vous inquiétez pas, tant qu'ils n'arrivent pas chez nous, on peut rester tranquille. C'est un peu pareil. Et puis à la rentrée aussi, comme il y a beaucoup de manifestations sociales qui sont prévues, là, le port du masque risque de soulever beaucoup d'interrogations et ça va être un défi pour les autorités policières. Parce que c'est des rassemblements de plus de 5000 personnes toujours interdits. Moins de 5000 personnes, mais les 4000 ne portent pas de masque. Donc c'est déjà beaucoup. Écoutez ce qu'en pensait Renaud Muselier. Il est le président de la région Sud, puisque depuis ce matin, c'est obligatoire aussi dans certaines parties de Marseille. Et le port du masque, il est dans les endroits où vous vous regroupez. Il n'est pas partout toute la journée. Le port du masque, il est à des endroits où vous n'êtes pas agglutinés les uns sur les autres. Donc le port du masque n'est pas gênant, sauf si vous vous retrouvez dans un endroit où vous êtes confiné. Voilà. Donc c'est du bon sens. Dès que vous avez du monde et que vous êtes à moins d'un mètre de distance, il faut mettre son masque. Je demande à tous les maires de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur de faire en sorte que dans les endroits où il y a des regroupements, dans ces regroupements, ils fassent attention et, si nécessaire, prennent des décrets pour que les endroits où il y a regroupement sans distanciation, il y ait systématiquement port du masque. Bon, le bon sens, ça suffit ? C'est un peu ce qu'il dit. Ce serait bien d'appeler au bon sens un peu plus souvent avant de rendre les choses obligatoires sous peine d'amende. Dès que vous sentez que vous êtes dans un endroit où il y a plein de gens autour de vous... Mais les Français sont suffisamment civiques pour y aller ? C'est pas du civisme, là, c'est presque de l'intérêt pour soi. C'est nous-mêmes qui prenons un risque et qui en faisons courir un aux autres. C'est pas tellement c'est pas que du civisme. La maladie, elle touche tout le monde, elle peut toucher vos proches. Donc c'est aussi votre intérêt bien pensé. Et on est tellement personnel. habitué à la carotte et au bâton, c'est obligatoire ou ça ne l'est pas. En fait, et puis il y a une amende ou il n'y en a pas. Voilà. Il faut pas globaliser. En fait, globalement, pour résumer de façon très caricaturale, on a quasiment fait le confinement pour protéger notamment les personnes âgées. Et aujourd'hui, on généralise le port du masque, surtout pour l'obliger les personnes de moins de 45 ans à le porter. C'est ça la vérité. Parce que les personnes de plus de 45 ans le portent globalement. De toute façon. Globalement, ils le portent tous. Le taux d'approbation
un sondage IFOP, des personnes de plus de 65 ans est de 97%, avec une marge d'erreur de 3%, donc on est quasiment à 100%. Par contre, quand on arrive aux personnes plus jeunes, on est plus proche de 60-65, ce qui laisse 30-35% des personnes. Et comme on a un double clivage qui est à la fois géographique et une question de l'âge, en fait, on est obligé d'imposer des mesures nationales pour imposer tout le monde, alors qu'en fait, on vise certaines catégories de population. Parce que l'exemple de Mayenne montre en fait que globalement, ce sont les personnes asymptomatiques, notamment jeunes, qui ont cassé les délimitations de foyers d'épidémie. Normalement, l'État avait bien réussi à mettre en place des foyers Toujours d'épidémie. la faute aux jeunes. Hein. C'est pas une question d'avoir une faute. Et puis moi-même, je suis jeune, donc je sais de quoi je parle. Non, c'est une question de, globalement, il faut avancer et arrêter d'avoir une logique individuelle pour avoir une logique collective. C'est une période exceptionnelle, chacun doit y mettre du sien. Et d'autant qu'avec le froid qui va quand même arriver avec l'hiver, on va recommencer à rentrer chez nous, à aller dans les salles des restaurants à l'intérieur, des bars, etc. Vous avez vu les terrasses interdites de les chauffer. C'est là que ça va devenir compliqué. Il y a aussi la rentrée scolaire qui est très importante, notamment pour les jeunes, justement, ce péril jeune tant craint. Vous avez vu que c'est assoupli, là, la rentrée scolaire. Justement, il y a moins d'obligations qu'avant. C'est-à-dire que, notamment, la distance sociale, si on ne peut pas la respecter, on ne la respecte pas. Ah non, mais le but du jeu pour l'éducation nationale, c'est vraiment que la rentrée se passe quoi qu'il arrive. Voilà, donc la distanciation sociale, en effet, n'existe quasiment plus. Il y aura un port du masque obligatoire, évidemment, pour les professeurs et pour les élèves de plus de 11 ans, mais plus de port de masque en maternelle. Voilà, après, parce que sinon, on ne peut plus faire le plein dans les classes. On ne peut plus accueillir exactement. tous les élèves. Mais le but du jeu, c'est problème. vraiment que la rentrée des classes se passe comme si, quelque part, de rien n'était. Sauf que ça reste quand même très compliqué. Et quelque part, ça va à l'encontre aussi de ce qui est en train de se passer aussi en ce moment. Donc, voilà, qu'est-ce qui va se passer très précisément dans les cantines scolaires? Comment ça va se passer dans les internats? Ça reste quand même des points d'interrogation assez importants. Mais on n'arrête pas aussi de nous répéter que les enfants sont très peu porteurs, qu'ils ne contaminent pas, que de toute façon, eux ne risquent rien. Il y a eu ça aussi. Dans le primaire, à peu près, mais pas dans le secondaire. On n'est pas sûr dans le secondaire, en tout cas. Parce que quand on va voir, globalement, on va cumuler deux effets. Les gens vont revenir de vacances, ils vont tous se regrouper à partir, globalement, de fin août, début septembre. Et ensuite, après, ils vont revenir chez leurs parents. Parce que globalement, la première journée va se terminer. Donc là, c'est à ce moment-là qu'en fait, c'est pour ça que le Conseil scientifique dit que c'est hautement probable qu'on ait une deuxième vague sanitaire. C'est tout l'enjeu, en fait. Et je ne sais pas comment faire, s'il faut arbitrer, parce qu'en même temps, les jeunes n'ont pas eu école pendant un certain moment et ils ne peuvent pas être déscolarisés pendant aussi longtemps. Mais est-ce qu'on ne doit pas plus mettre des moyens supplémentaires, notamment sur les moyens dématérialisés pour qu'ils suivent les cours en ligne? Mais en même temps, suivre des cours en ligne, c'est quand même différent que d'entrer à l'école pour avoir un lien social. Les parents en ont marre d'avoir les jeunes à faire classe pour eux. Il y a un enjeu économique parce que les enfants qui ne vont pas à l'école, même si ça se passe très bien le télétravail, ça veut dire que les parents ne vont pas travailler. Et donc là, le but du jeu aussi, c'est que pour la reprise économique, tout le monde puisse retourner au travail et que les enfants vont à l'école aussi pour ces raisons-là. Parce qu'on a vu aussi que c'était très compliqué à organiser entre ceux qui vont à l'école, ceux qui n'y vont pas, les enseignants qui se retrouvent à faire cours en présentiel et des cours pour ceux qui sont chez eux, c'est extrêmement compliqué. Donc il y a des raisons économiques et aussi sociales dans la gestion du corps enseignant. Oui, moi je reviens sur l'école, les collèges et les lycées. Là, on va affronter une contradiction apparente. C'est que les autorités de l'éducation vont être obligées d'être tolérants dans les collèges et les lycées, ne pas imposer de manière stricte les masques, mais par contre, dans la rue, on l'impose et on sanctionne. Donc là, contradiction. Justement, pour avoir cette rentrée scolaire la plus normale possible, et justement pour récupérer, pour empêcher que des élèves puissent avoir un cursus scolaire cassé, donc on sera obligé de tolérer un certain nombre de choses. On ne peut plus avoir des demi-classes ou des quarts de classe comme avant. Mais la fermeté et la sanction que prend le gouvernement comme étendard pour imposer ce masque sera battue en brèche par rapport à ça. Alors, vous êtes tous inquiets par la rentrée septembre et les chiffres économiques. Regardez-les, ces chiffres. Ce sont les Échos et le Figaro qui nous ont appris ça ce matin. Les grands groupes du CAC 40, c'est-à-dire les 40 entreprises les plus importantes de l'économie française, ont perdu, tenez-vous bien, au premier semestre, 146 milliards d'euros. Rien que ça. Bonsoir Michel Rumi. Vous êtes économiste et professeur à Sciences Po et à l'ESCP. Est-ce que c'est vraiment la catastrophe, ce chiffre de moins 146 milliards, ou quelque part, c'était un peu prévisible?
Alors, première des choses, c'est vrai que c'est une situation inédite depuis la création de l'indice CAC 40, puisque même avec la crise de 2008, les profits avaient chuté mais étaient restés positifs. Donc, est-ce que c'est catastrophe? C'est au regard, on va dire, d'une cessation d'activité nationale et mondiale, et donc il est logique que ces chiffres, on va dire, illustrent en fait cette cessation d'activité. Maintenant, ça risque de repartir, et je l'espère, au 3e puis au 4e trimestre, avec notamment le plan de relance, en France le plan de relance, mais au niveau européen également aussi. Mais progressivement, on va reprendre l'activité. De toute façon, l'année 2020 est une année noire et les premières estimations au sortir du confinement faisaient que les grands groupes français perdraient entre 30 et 35% de leur volume d'affaires. Ben, ça a l'air quand même gigantesque. Regardez les 5 plus gros gadins, les 5 plus grosses pertes de ces entreprises du CAC 40. Ça concerne qui? Ça concerne notamment le Total, numéro 1 du CAC 40, mais aussi Renault, Unibail, Airbus ou encore Société Générale. C'est des groupes très différents, l'énergie, l'automobile, l'aviation, les banques. Pourquoi c'est aussi différencié? Ce sont les secteurs les plus touchés par la crise sanitaire, du moins les conséquences, puisque Total, c'est les matières premières, Renault, c'est l'automobile, Airbus, c'est les constructeurs et les aéroports, et puis la Société Générale et les secteurs financiers, c'est notamment le fait que l'activité de prêt et, on va dire, d'activité de trading a pu marcher, mais l'activité commerciale, parce que c'est l'un des premiers métiers de banquier, c'est l'octroi de prêts, a été limité. Donc il est, on va dire, première des choses, a priori, c'est l'illustration des secteurs les plus sinistrés, mais à l'intérieur, eh bien, on peut voir aussi des différents aspects, notamment on voit par exemple que c'est différencié selon le secteur. Par exemple, on voit la société de logiciels Dassault qui a un bond de plus 10, et puis par contre l'hôtellerie Accor qui a... Oui, on vous entend, on vous a un peu perdu là. Accor qui veut supprimer 5%, je crois, de son personnel parce qu'effectivement le tourisme va mal. Autre chiffre, regardez, il est étonnant. Combien les Français ont-ils baissé, perdu de pouvoir d'achat durant cette crise du Covid? Eh bien, on apprend par l'OCDE que le revenu réel des ménages a baissé de 0,3%, ce qui est beaucoup mieux que nos voisins allemands et italien. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gouvernement d'Emmanuel Macron a plutôt bien géré la crise, notamment avec le chômage partiel? En fait, c'est des mesures structurelles. Quand on compare cette crise avec la crise de 2008, c'est qu'en fait le pouvoir d'achat des Français ne baisse pas ou baisse très peu grâce à ce qu'on appelle des stabilisateurs automatiques. Donc chômage partiel, mesures d'aide. Automatique, il fallait les mettre en place là, quand même. Non, la terminologie s'appelle stabilisateur automatique. C'est en gros allocation chômage, etc. C'est des mesures auxquelles les Français ont droit. Le chômage partiel, 84% des salaires payés par l'État. En fait, le chômage partiel, globalement, s'est inspiré de ce qu'a fait l'Allemagne en 2008 pour maintenir en gros l'emploi et le revenu des personnes pour maintenir la consommation. Maintenant, la question, c'est qu'en fait, nous, à chaque fois, on arrive dans les premiers mois de la crise, à perdre un peu moins que les autres. Mais la question, c'est comment on va faire pour redémarrer. Globalement, pour revenir à notre niveau de production de 2019, il faudra attendre 2022 ou 2023. Donc en fait, le revenu des personnes réelles va pas trop baisser parce qu'ils ont le droit à des mesures d'aide pendant 1 an et demi, 2 ans. Mais par contre, le PIB par tête français va baisser. Quand on fait une comparaison avec les meilleurs pays, Allemagne, États-Unis, après crise de 2008, globalement, leur PIB par tête a augmenté. Et c'est ça qui compte parce qu'en fait, il faudra bien payer la crise à un moment. Pour payer la crise, il n'y a pas que les salariés, il y a aussi, par exemple, les auto-entrepreneurs, c'est un super gadin. Il y a des professions qui ne sont pas forcément aidées ou qui même n'existent plus dans le tourisme, etc. C'est des gadins énormes. Quasiment toutes les professions sont à peu près couvertes par les dispositifs pris par le gouvernement, notamment les dispositifs entre mars et mai, de souvenir, et puis ça est couplé souvent avec des dispositifs des collectivités territoriales. La question, surtout, c'est comment on fait pour repartir, pour restaurer la croissance française et pour surtout payer la crise. Parce qu'au bout d'un moment, il faudra bien la payer. On a eu une question... Les milliards, là, ils arrivent, là, ils sont là. Pour l'instant, mais il faudra bien les rembourser. Il y a eu la question sur la question de l'épargne. Comment on fait pour, en gros, désengorger l'épargne pour retourner sur un investissement qui est productif? La question, c'est taux d'emploi, augmenter le PIB par tête pour pouvoir avoir un PIB beaucoup plus important en 2022. C'est vrai que le gouvernement avait actionné des leviers qui ont amorti le choc.
mais ils l'ont amorti. Et a été salué pour ça. Hein. Moi, je n'ai pas vu un seul parti politique dire c'était pas bien de faire ça, il fallait le faire. Oui, donc sur le plan social, le chômage partiel a sauvé beaucoup d'emplois, a financé beaucoup de personnes. Mais le problème, comme a dit William, c'est sur la durée. Parce que sur la durée, il y a beaucoup de plans sociaux, il y a beaucoup de dépôts de faillite. Et c'est là où on va sentir. Peut-être que l'effet Covid, il n'est pas immédiat. Et c'est comme une onde dont on sentira l'effet, mais dans quelques mois. C'est tout le défi que rencontrent Jean Castex et Emmanuel Macron pour cette rentrée. Comment trouver les mesures et les solutions pour justement que cette onde de choc ne produise pas ce drame social qui s'annonce avec tous les dépôts de bilan. C'est ce maintien un peu artificiel que fait en ce moment le gouvernement. Et si Emmanuel Macron et Jean Castex réussissent cette mission, là, ça aura un sens politique très. Marie-Ève. Oui, je crois qu'on est typiquement dans une réaction française. On a quand même mieux supporté que les autres. Les revenus des ménages français ont moins perdu que les autres. Et au lieu de dire c'est bien... Mais pas en termes de PIB. En termes de PIB, on a perdu 14% de notre PIB. L'Allemagne, on a perdu 7 ou 8. Oui, mais... Ils ont un PIB plus important que le nôtre. Oui, mais les mesures sociales ne sont pas les mêmes. Un peu moins, 13. 13,8. Les mesures sociales ne sont pas les mêmes en France et vous avez des gens en France qui ont moins perdu en termes de pouvoir d'achat. On pourrait quand même saluer ça en disant c'est quand même pas mal. Oui, ça nous met le pied sur une marche un peu plus haute pour repartir. Et au lieu de dire ça, on dit ah oui mais non mais ça va être catastrophique. Est-ce qu'on ne peut pas être un peu positif et se tourner vers l'avenir J'ai été positif sur le climat. La question, c'est qu'en fait, on a socialisé les pertes des Français avec globalement des prêts garantis. 700 milliards de prêts garantis. Mais qu'on est déversé, on est ouvert le chéquier, et tout le monde le comprend. Mais ça va être remboursé en fait à un moment. En fait, il y a toujours une première partie de la crise. On compare toutes les crises. Première partie. Et si on ne l'avait pas fait et que ça s'était cassé la figure, qu'est-ce qu'on aurait dit? Non, mais la question, justement, moi, ce que je dis, c'est que globalement, c'est bien, mais tout l'enjeu, et Emmanuel Macron l'a compris avec le plan de relance européen, c'est comment on fait pour repartir plus fort, pour éviter d'augmenter les impôts. On a retrouvé Michel Rumi. Vous voulez parler sur cette France qui s'en sort un peu mieux que les Allemands ou que les Français sur le pouvoir d'achat des ménages? Oui, tout à fait. En fait, l'idée est que, j'ai écouté ce que disait William, c'est vrai, mais l'idée est que maintenant, il faut passer d'un bouclier public qui nous a totalement, on va dire, sauvés dans cette première phase à une deuxième phase où les finances publiques n'étant pas totalement illimitées, il convient aussi que les autres acteurs du circuit, c'est-à-dire les ménages et les entreprises, et en même temps l'État, mais l'État à une moindre mesure, puissent faire repartir cette économie. Ça veut dire que les entreprises doivent embaucher et investir, que les ménages essayent de travailler, qu'en même temps les nouveaux jeunes qui vont arriver sur le marché de l'emploi trouvent un emploi. Donc c'est une alchimie particulière et c'est une équation complexe à laquelle le gouvernement doit résoudre. Et c'est ça qui fait cette alchimie, d'autant plus qu'il y a aussi un paramètre extérieur, c'est que nous ne dépendons pas uniquement de notre propre énergie, on va dire, ça dépend aussi d'un environnement international et notamment européen qui fait qu'on puisse aussi repartir globalement. Bon, essayez de nous rassurer un peu. Est-ce que l'économie repart en ce moment? Est-ce que la consommation des ménages repart? Et est-ce que ça pourrait être un peu moins catastrophique que ce qu'on nous prédit pour le mois de septembre? En fait, le mois de septembre ne sera pas, on va dire, dramatique. Les premiers licenciements, on va dire, la première vague, se feront sentir au 4e trimestre, voire au 1er, voire 2e trimestre 2021, où notamment, on va dire, le taux de chômage devrait atteindre 11-12% en faisant le cas. Donc, une fin d'année qui ne sera pas si terrible alors que tout le monde alarme les résultats. En septembre, il n'y aura pas de chiffres a priori catastrophiques, toutes choses égales par ailleurs, je dis bien. Mais c'est surtout au 4e trimestre où nous allons avoir ces chiffres. Mais bien sûr, on peut être positif, mais ça veut dire que tout le monde met la main à la pâte. Ça veut dire qu'également aussi, l'État donne, mais aussi que les entreprises repartent, essayent de repartir, parce que la reprise de l'activité est très importante. Mais ça veut dire que c'est aussi un sujet national. Ça veut dire que tout le monde participe à reconstruire cette France à tout niveau, à chacun à son niveau. Et donc à consommer. Question de Béotien, on distribue les milliards en ce moment, comme on ne l'a jamais vu, et Emmanuel Macron dit « je ne vais pas augmenter les impôts ». On fait comment? On reporte. L'idée est qu'aujourd'hui,
il a dit à stabilité fiscale, donc il n'y a pas de problème, mais aujourd'hui on veut, on va dire, cantonner cette dette Covid à plusieurs, donc ça viendra vraisemblablement après la dette sociale, puisque la CRDS, la contribution pour le remboursement de la dette sociale qui devait se terminer en 2024 a été reportée en 2033, et rien n'empêche de la prolonger jusqu'en 2042 pour justement rembourser cette dette Covid. Mais c'est formidable, on met tout sous le tapis en ce moment. C'est extraordinaire. C'est une question de ratio. Quand on parle de dette par rapport au PIB. Moi, c'est pour ça que je dis que la priorité, c'est relancer l'activité pour que notre PIB augmente. Si votre PIB prend 50% et que votre dette reste stable irrémédiablement, votre dette par rapport au PIB est petite. Tout l'enjeu, c'est comme ça que l'Allemagne a fait pour baisser sa dette par rapport au PIB. Il faut créer de la richesse. Il faut créer de la richesse. Bon. Et Emmanuel Macron... Vous avez vu que les Français, ils ont une sacrée épargne aussi. On parle de 100 milliards de bas de laine parce que c'est les salariés qui n'ont fait que d'acheter de l'alimentaire pendant la crise. Ils craignent une hausse des impôts éventuelle pour payer la crise. C'est là que je voulais en venir tout à l'heure quand je parlais de ce manque de positivité, c'est que pour créer de la consommation, pour créer des investissements, il faut de la confiance. Et la confiance, on ne peut pas arriver à la créer si on est toujours à dire « ah ouais, mais là, ça va pas mal, mais ce sera pire plus tard, donc gardez bien vos sous près de chez vous ». Non, mais ça crée ce réflexe-là. Et donc, si on disait « la France commence à s'en sortir, a mieux amorti que les autres, et commence à s'en sortir mieux que les autres », peut-être que ça crée de la confiance pour que les gens sortent un peu leur bas de laine et qu'on consomme. Il faut 3 enjeux. Le premier, c'est mettre en place le plan de relance européen. Deuxième enjeu, changer de paradigme pour passer d'une société de consommation à une société industrielle et de savants. Et le troisième, créer un choc de confiance, notamment en ajoutant des mesures supplémentaires au niveau national pour repartir. Et en gros, le choc de confiance, il ne se décrète pas uniquement avec des paroles, mais il faut des actes forts. Et Emmanuel Macron, je pense, l'a compris. C'est pour ça qu'il a négocié son plan européen de relance dès avril-mai. 750 milliards sur lesquels on pourrait en récolter une quarantaine, quoi. En gros, oui, mais ça relance la zone euro. Ça relance la zone euro. Allez, pardonnez-moi, mais je voulais vous montrer les unes de demain, notamment du journal du dimanche. Enquête, c'est intéressant, vous en parliez, sur le vrai prix des masques, parce qu'ils sont obligatoires, très bien, mais ça coûte très cher pour les familles. On apprend quoi que ça devrait coûter bien moins cher au mois de septembre. Les masques, peut-être parce qu'on les a négociés pour septembre moins cher. L'heure des femmes pour le Parisien dimanche. Emmanuel Macron vient de promouvoir de nombreuses femmes à la tête des ministères ou de hauts postes de la fonction publique. Et c'est un tournant pour la parité. Merci d'avoir participé à ce samedi soir. Tout de suite, d'autres infos sur LCI.